Émission du 28 février 2024. Bienvenue à tous. Kim Roy-Grenier au microphone. Aujourd'hui à l'émission, pour souligner la fin du mois de l'Histoire des Noirs, nous recevons le directeur artistique et directeur général par intérim de la Fondation Massimadi, Wanderson Santos. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement et nous partager vos pronoms? Wanderson, pronom il. Et aujourd'hui, je suis un peu mouillé aussi. Mais la pluie, personne n'y échappe. Voilà. Avec un peu de couleurs et des motifs dépareillés, mais c'était ça pour aujourd'hui. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+? C'est pouvoir s'exprimer, c'est pouvoir être là, pouvoir vivre librement, pouvoir être content de qui nous sommes. Et comment vous décririez la communauté afro-queer à Montréal ou peut-être au Québec aussi, si jamais vous la connaissez en dehors de l'île? Ça se concentre beaucoup à Montréal, c'est la grande vérité aussi, mais c'est vrai qu'on a des membres de la communauté un peu partout. À Montréal, spécialement, c'est une ville qui a une grande concentration de personnes qui viennent de tout horizon. C'est une plus grande diaspora haïtienne aussi. Alors, aujourd'hui, la communauté est très vaste aussi, on peut le dire, là. C'est LGBTQ2S+. Alors, c'est une communauté vaste. Et nous sommes contents pour le mois de l'Histoire du Noir. Là, du moins, moi, je suis bien content de voir ça. Bon, on en reparle dans quelques instants. En culture, Garance Chartier nous a préparé une autre belle sélection musicale. Léolo, Douance, Anaïs Constantin, Serpent with Feet. Il y en aura pour tous les goûts. Et puis, on va aussi parler d'Action Santé Travestis et Transsexuels du Québec, Aztec, qui fait face à de grandes difficultés financières. Et on va le faire en compagnie de l'intervenant de proximité et travailleur de milieu, Logan Dante Di Giovanni. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à l'émission. Merci. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, non, en l'osant en ordre, est-ce que vous pouvez vous décrire physiquement et nous partager vos pronoms? Logan Dante, il. Je suis aussi mouillé. Aujourd'hui, je porte ma casquette normale avec mon bracelet en cuir, chemise rouge, vin, puis un petit costard pour avoir l'air assez coloré, mais en même temps assez classe. Je ne sais pas si vous êtes parlé, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de tons qui se ressemblent dans vos vêtements ce soir. Great minds think alike. Exactement, quand les grands esprits se rencontrent. Et qu'est-ce que ça veut dire pour vous faire partie des communautés LGBTQ+? Pour moi, c'est solidarité, empowerment, respect pour l'historique de mobilisation qu'on a eu, incluant Stonewall. Puis aussi, c'est avoir des frères, des sœurs, des siblings qui ont existé avant moi, qui existent en ce moment, puis qui vont exister dans le futur. Puis comment on doit prendre respect pour les personnes qui ont existé avant, de se tenir et de se soutenir dans notre communauté diverse et de s'entraider en ce moment, puis être capable de créer, de bâtir un futur et une société pour faire en sorte que ceux-là qui s'en viennent l'ont un peu plus facile, mais en même temps qu'eux, ils ont un tremplin sur lequel plonger puis faire mieux que nous. En tout cas, à votre organisme, vous travaillez sur beaucoup de fronts pour atteindre cet objectif-là. On va en parler un peu plus tard à l'émission. Et puis moi, c'est Kim Roy-Grenier. Je suis journaliste homosexuel et non-binaire. J'utilise le pronom « il », sauf quand je suis maquillée où je préfère le pronom « elle ». Et ce soir, sur scène, eh bien, je porte une chemise rouge parce que c'est la journée du chandail rouge. Je ne sais pas si vous en aviez entendu parler ou si vous l'avez vu sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On aura l'occasion d'en reparler un peu plus tard à l'émission lors du bloc de nouvelles nationales, internationales. Et puis, pour accompagner cette chemise rose, des jeans, de tout ce qui est plus normal. Et cette semaine, mes ongles sont au naturel. Et en hommage à mes professeurs d'histoire du secondaire, j'aime aussi dire qu'ils sont en jachère. Donc, potentiellement un nouveau look pour la semaine prochaine. Nous sommes en direct de la taverne de Normandie dans le village à Montréal. C'est parti pour tous. Le mois de l'Histoire des Noirs tire à sa fin. Ça se termine demain, le 29 février. On fait le point sur cette période de sensibilisation, mais aussi de célébration avec le directeur artistique et directeur général par intérim de la Fondation Massimadi, Wanderson Santos. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce que ça signifie pour vous, le mois de l'Histoire des Noirs en 2024?
Ça signifie encore beaucoup de choses. L'histoire des Noirs, pour nous, montre beaucoup qu'il a beaucoup de choses à faire. Il a de la visibilité aussi à parler, à nous faire parler et surtout être très présent comme Afro-Queer aussi dans la communauté. Ça, c'est pour nous très important. Justement, bon, vous avez, faisons un petit bilan de ce mois-là. Là. Vous, à la Fondation Massimadi, vous avez eu un festival à la moitié du mois de mars, du mois de février. On en a parlé avec Parfait Mouswanga. Comment ça s'est passé pour vous, cet événement-là? Ça s'est passé très bien. On est très contents parce que c'était un retour pour nous dans le mois d'Histoire des Noirs. Et ça faisait un an qu'on n'était pas là pour aussi des restructurations de l'équipe et tout. C'est une toute petite équipe qui fait les événements. L'année passée, on était dans notre 15e festival qui s'est passé en septembre. Alors ça a été très bien, mais ça a pris beaucoup d'énergie de l'équipe. Mais on a gardé de l'énergie pour participer en février. Notre prochaine s'en vient en octobre prochain. Mais on est vraiment très content d'être là et de pouvoir représenter la cause afro-queer dans le mois d'Histoire du Noir ici à Montréal. Justement, dans tout le contexte des célébrations organisées dans la ville, vous avez participé à d'autres événements. Là. Vous n'êtes pas juste allé au Festival de Transcendance que vous organisiez. Est-ce qu'il y a quand même une bonne place accordée aux personnes afro-queer? Que ce soit des figures historiques là, de différents mouvements ou aujourd'hui des gens qui sont engagés dans le milieu, est-ce que ça fait réellement partie de la programmation des festivités du mois de l'Histoire des Noirs? J'étais vraiment surpris pour la direction et pour la coordination du festival, la table ronde de l'Histoire des Noirs. Ils étaient très ouverts, ils étaient vraiment très contents. C'était un très bon partenariat. Alors, dès là, je vois une grande ouverture, mais c'est sûr qu'il faut prendre la place. Il faut prendre beaucoup la place. Il faut proposer les projets, comme là, on a proposé ce festival où nous aimons cordes, qui s'appelait Transcendance, parce que pour nous, c'était cette idée de qu'on parle beaucoup de le passé, le trauma du passé, mais il faut y transcender aussi, il faut aller de ça. Et c'était très intéressant. On a eu des films qui vraiment centrés dans ce thème-là, en 3 jours. Et il faut faire plus. On aimerait avoir plus, on aimerait pouvoir faire plus. Pour l'instant, avec une petite équipe, c'est ce qu'on pourrait le faire. Mais voyez-vous, on était aussi invités à les conversations noires, de participer des conversations noires. Moi, j'ai été là pour parler de la Fondation aussi. Et ça, c'est un public pas nécessairement LGBTQ. Alors, c'est super intéressant d'être dans ces espaces-là. Vous nous disiez que vous avez participé aussi à une soirée où il y avait des gens qui parlaient beaucoup de cette nouvelle série de Radio-Canada. Notamment parce qu'il y a un personnage qui appartient aux communautés LGBTQ+. Donc ça a été un sujet de conversation rassembleur? C'était très rassembleur. En effet, c'était dans le lancement de la programmation, ou la ouverture des festivités de l'histoire du mois, le mois d'Histoire noire, pardon. Et les gens se parlaient beaucoup de la série. La Kainou. Moi, je connais des artistes qui jouent là-dedans, alors ils étaient présents et ça faisait vraiment parler. Les gens étaient très fiers. Et nous, comme en Massimadi, nous sommes fiers de voir aussi que l'identité queer était présente aussi. Il était présente chez une adolescente. Alors, c'est très, très important de parler de ça, parce qu'il y a encore beaucoup à faire pour les communautés, à l'intérieur même des communautés. On a des réalités, des communautés plus religieuses, des communautés plus tissées serrées, mais des fois plus difficiles aussi de vivre et de rayonner son identité. Et là, une fois, je trouve que la série a parlé de ça. Moi, j'étais très content de voir la série aussi. Je trouvais que c'est un bel produit. J'étais fier de voir ça. Donc, en ce moment, c'est seulement disponible sur tout.tv Extra, il me semble, que ça s'en vient au printemps. Si je me souviens bien. J'aimerais qu'on plonge justement dans ce que vous venez de dire, la réalité très particulière des communautés noires LGBTQ+. Vous êtes en fait à la frontière de plusieurs identités, identité noire, identité LGBTQ+. Et bien, on le reconnaît, on en a déjà parlé, mais ça crée oui, il y a un risque, en fait, de vivre une double discrimination, c'est-à-dire qu'au sein des communautés noires, vous pouvez vivre une discrimination envers les réalités LGBTQ+, et à l'inverse, dans les communautés LGBTQ+, vous pouvez vivre la discrimination envers les Noirs. On s'en sort comment de cette situation-là? Parce que ça peut être lourd à porter cette réalité-là.
Oui, ça peut être lourd, mais je pense aussi qu'il y a la double appartenance. Oui. Si on vous parlait de double appartenance, qu'est-ce que je pense qu'est-ce qu'on milite, qu'est-ce qu'on veut, c'est savoir qu'indépendant de quel milieu tu es, si tu es dans une communauté plus LGBTQ ou une communauté des personnes racisées, que tu puisses vraiment vivre ta intersectionnalité, que tu puisses vivre cette appartenance. C'est vraiment ça. On se sent appartenir à 2 choses, et même à 3 choses, à 4 choses. Et de pouvoir être expressif, pour pouvoir parler de ces choses-là et donner son point de vue de ces côtés-là. C'est sûr que la Fondation Massimadi, elle hérite des Arc-en-Ciel d'Afrique, un organisme qui était vraiment centré pour les personnes afro-queer. Et c'est pour des personnes qui, parfois, ne s'identifiaient pas nécessairement 100% dans des milieux seulement LGBTQ, et d'autres aussi pour des personnes noires et racisées, rencontrer d'autres personnes aussi qui soient comme eux, afro-queer. Alors, vraiment, Est-ce qu'il faudrait ramener une structure du genre? Parce que c'est un organisme qui a fermé il y a quelques années. Là, aujourd'hui, il n'y a pas d'organisme spécifiquement dédié, parce que vous êtes plus sur la culture à Massimadi, on va le dire. Oui. Mais pour ce qui est plus comme santé ou peu importe l'enjeu, maintenant, c'est comme dilué à travers tout plein d'organismes qui ont des missions différentes. Est-ce qu'il faudrait ramener un organisme plus afro-queer? Moi, je pense que oui. Au du moins, parce qu'on a un environnement aussi qu'il a beaucoup d'organismes, qu'il a vraiment des programmes ou des personnes spécifiques qui puissent répondre à ces besoins-là. Mais je pense que oui. Parce qu'avant, il avait beaucoup chercher la visibilité, qu'il soit plus visible. Aujourd'hui, on a beaucoup plus de visibilité, mais effectivement, avec toutes les questions d'identité de genre et des choses, ça peut être pour demandeurs d'asile, parce que là, on sait aussi, il y a beaucoup de demandeurs d'asile qui rentrent au Canada et à Montréal avec le profil des LGBTQ, d'être vraiment en danger dans leur pays. Alors aujourd'hui, il faut y trouver où on peut parler de ça ou on peut faire ça. Ça existe. Je ne veux pas dire que ça n'existe pas, mais des fois, avoir un organisme déjà qui a cette mission-là claire, ça serait bien. Massimadi, aujourd'hui, on s'y concentre vraiment dans les arts. On n'est pas dans la militance, on ne fait pas du service direct, mais on a vraiment choisi les arts comme moyen de sensibilisation et aussi pour pouvoir aider les gens et créer des espaces de rencontre. Il y a un sondage mené l'an dernier par le Enchanté Network qui a révélé que 70% des personnes noires LGBTQ+ ont vécu des crimes haineux. C'est quand même une statistique assez frappante. Quand vous l'entendez, ça vous fait quoi? C'est assez triste parce que ça me fait penser à toujours que nous sommes une minorité et peut-être, je pense personnellement qu'on serait pour toujours, mais il faut être vraiment dans l'inclusion. C'est la question d'être inclusif et d'être écouté et de vraiment avoir de la bienveillance. Et c'est là que je pense que des fois, être minorité avec une intersectionnalité, ça peut être très difficile pour avoir des attaques haineuses. Et nous, dans la communauté, on parle beaucoup des micro-attaques, des micro-agressions aussi, que ça peut arriver en tout temps. C'est pour ça que des fois, on a encore le besoin d'avoir des safe space. Est-ce qu'il y en a, justement, ou est-ce qu'il y en a suffisamment? Parce que je présume qu'il y en a quand même peut-être quelques-uns au sein des communautés afro-queer, mais est-ce qu'il en faudrait plus? Sous quelle forme il en faudrait plus? Il faudrait plus, parce que assez souvent, c'est fait même pour les membres de la communauté. Et là, c'est plus difficile d'écrire une chose qui soit dans le temps, qui puisse... les organisations organiser, porter tout le projet, c'est difficile, être porteur de projet. Alors, il y a aussi pour des communautés comme plus pour les lesbiennes, pour les personnes non genrées, et pour les trans aussi. Mais ça devrait avoir plus. Nous, à Massimadi, on aimerait beaucoup pouvoir offrir des espaces comme ça, avec des ateliers, avec des discussions, pour que les personnes puissent vraiment travailler, parler, s'écouter et parler entre nous. C'était très beau. On a eu Marina et Mathieu qui fait des événements très beaux ici à Montréal dans ce sens aussi. Et on a un peu partout, mais là,
s'il y avait un organisme plus grand que Massimadi aussi, on pourrait aller penser au-delà. Parce que même là, si on en joue, il faut avoir des intervenants, il faut avoir des gens spécialisés, il faut avoir vraiment des espaces comme ça qui puissent aider. Parce que aussi dit aux gens, viens, on va s'ouvrir, on va parler de nous, on va mettre notre vulnérabilité sur la table, il faut aussi avoir des moyens de pouvoir aider, effectivement, et même aller au-delà de ça. Des lieux de rencontre, des lieux d'échange. Et des traitements aussi. Donc, tout plein de projets à venir. Donc, la prochaine édition du festival Massimadi, c'est à l'automne prochain, vous l'avez dit. Est-ce qu'il y a d'autres activités d'ici ce temps-là auxquelles on peut s'attendre? Nous aimerions être dans les festivités des fiertés aussi. Oui. C'était une chose qu'on a manqué l'année passée, pardon. Mais à l'automne, on a le festival. Et le Massimadi vient juste d'être invité à aller à Paris aussi pour pouvoir faire un panel à Paris avec un artiste, Bintou Dembélé, une chorégraphe là-bas qui s'est très intéressée pour notre projet ici. Alors, le 8 mars prochain, notre président, Laurent Lafont, il va être là pour parler de ça. Ça va être très intéressant et qui sait, on va voir des partenariats un peu partout. Une belle invitation. Wanderson Santos, directeur artistique et directeur général par intérim de la Fondation Massimadi, merci d'avoir été avec nous. Merci à toi aussi. C'est aujourd'hui la 4e édition de la Journée du chandail rose organisée par Interligne. La population était invitée à porter du rose pour dénoncer l'intimidation. En milieu d'après-midi, l'équipe était assez enthousiaste devant la participation cette année. Les ventes de chandails ont été constantes et la campagne a eu quand même un bon rayonnement médiatique, autant dans les journaux que sur les réseaux sociaux, où les gens étaient invités à publier une photo portant le chandail rose. Alors, pour le directeur général d'Interligne, Pascal Vaillancourt, cet engouement témoigne en même temps des besoins sur le terrain. On a quand même beaucoup de demandes de formation, donc on va dans les écoles, on voit les jeunes. Donc, il y a quand même du positif là-dedans, c'est qu'on vient encore chercher de la sensibilisation et on expose les jeunes à ces formations-là. Il y a des jeunes qui créent des alliances. Interligne fournit une trousse d'outils, finalement, qui permet aux jeunes de faciliter la création d'alliances pour créer des espaces sécuritaires pour les jeunes LGBTQ+ dans l'école. Mais ça, la trousse a été commandée, si je ne me trompe pas, c'est plus de 200 quelques fois là, au cours de la dernière année. Donc, on sent qu'il y a quand même des choses qui se passent dans les écoles. Toutefois, il ne faut pas nier qu'il y a quand même des choses qu'on ne voyait plus et qu'on recommence à voir, comme des commentaires homophobes bien affirmés ou transphobes, beaucoup. Mais je pense qu'on doit s'inquiéter de ces gestes-là malgré tout, là. Pour la première fois, des jeunes ont été impliqués dans le processus de conception du chandail. Donc, c'est une œuvre, en fait, de l'artiste Théo Leroux. Et la campagne, cette année, se déroule sous le thème « Spécialiste en tendresse », afin de promouvoir la douceur mutuelle, des espaces sécuritaires, mais aussi des comportements solidaires. Voici à nouveau Pascal Vaillancourt. Quand on est témoin d'une situation d'intimidation, quand les gens se sentent en mesure de le faire au niveau de leur sécurité, évidemment, il ne faut pas mettre les gens en danger, mais de dire non, c'est pas acceptable, arrête maintenant ce que tu es en train de faire, de prendre une position ferme, ça va faire en sorte de briser le cycle, de montrer aussi que c'est pas quelque chose qui est souhaitable et acceptable. La Journée du chandail rose a vu le jour en 2007 dans une école secondaire de la Nouvelle-Écosse. C'était en soutien à un jeune qui avait subi de l'intimidation après avoir porté un T-shirt rose. Voici maintenant un résumé des nouvelles nationales et internationales. Quand on est témoin d'une
Jury Trans a lancé la campagne Assez d'attendre pour faire pression sur le gouvernement caquiste afin d'obtenir le marqueur X sur les cartes d'identité. L'organisation offre sur son site internet jurytrans.ca un formulaire à remplir qui enverra automatiquement un courriel à votre député ainsi qu'à plusieurs autres élus concernés par ce dossier pour leur rappeler que le Québec est la seule province canadienne à ne pas offrir la mention du sexe X sur au moins une pièce d'identité. Les propos de Pierre Poilievre la semaine dernière sur la place des femmes trans dans le milieu sportif, notamment, ont provoqué des réactions dans nos communautés. L'organisme La Débrouille, basé à Rimouski, a joint sa voix à plusieurs autres organisations pour dénoncer la position du chef conservateur, qui a aussi appuyé l'exclusion des femmes trans des maisons d'hébergement pour femmes victimes de violences conjugales. L'organisme soutient que leur éventuelle exclusion accentuerait les inégalités dont elles sont victimes. Au Ghana, le Parlement a adopté aujourd'hui, mercredi, un projet de loi qui condamne à plusieurs années de prison toute personne qui s'identifie aux communautés LGBTQ+, ou qui en font la promotion. Amnesty International soutient que c'est le plus récent cas d'une série d'attaques envers les communautés LGBTQ+, sur le continent africain. L'organisation recense 31 pays où les relations homosexuelles sont criminalisées. En culture, cette semaine, c'est Garance Chartier qui est avec nous virtuellement, cette fois, parce qu'elle est en direct de Québec. Bonsoir, Garance. Allô tous, vous allez bien? Ça va très bien. On est très content de te revoir avec nous une autre fois parce que tu nous proposes une autre belle brochette d'artistes à découvrir ce soir. Beaucoup, en fait, qui ont lancé aussi des artistes ou des morceaux récemment. Donc, j'étais très content de découvrir de nouveaux sons. Et ça commence avec Léolo. Oui, Léolo est un artiste montréalais, je trouve personnellement extrêmement talentueux. Il nous a habitués depuis 2019 à que sortir des monoplages. Alors, monoplage, que le terme français single, on entend plutôt single là, habituellement. Là. Donc, depuis 2019, il nous a single, dont un single qui a sorti qui s'appelait Into the Light, qui tourne en boucle chez moi sans arrêt. J'adore cette chanson. Il y a une magnifique de la chanson L'amitié de Françoise Hardy. Et là, il nous arrive en 2024 avec un premier single qui annonce un album à venir. On ne sait toujours pas quand exactement, mais moi, je l'attends. C'est de la pop, c'est 80 dans les sons, très 80s, beaucoup de claviers. C'est un son qui est très, très produit, très léché, qui a une minutie dans les arrangements. Il y a une finition qui est extrêmement réfléchie. C'est très bien fait. On a pu voir Léolo participer l'année dernière au spectacle IMIX, qui est le 5 dernier, pendant le festival Fierté, où il avait fait, si je ne me trompe pas, de mémoire, 2 chansons. J'étais à l'avant-scène, puis là, je tripais comme une jeune adolescente. Et là, ça, c'est vraiment un disque qui est définitivement à regarder aller. On attend son album. C'est sûr que je vais vous en reparler lorsque l'album va sortir. Ça donne l'extrait qu'on va entendre, Forever, qui est comme vraiment son dernier single qui est sorti. Envie qu'il fasse soleil, qui est comme à l'extrême de ce qu'il fait en ce moment. Ça donne envie aussi qu'il fasse chaud, puis qu'il roule longtemps en voiture, les fenêtres baissées avec notre meilleur ami ou notre amante, puis à s'en aller au bout du monde. Voilà, alors on écoute Forever de Léolo.
C'est vrai que ça donne un peu envie de sortir en été, en road trip, écouter ça, comme tu as dit. Moi, j'aime beaucoup ta prochaine suggestion, Garance, je dois l'avouer. Je ne connaissais pas que c'est Douance. Douance, c'est qui est un groupe montréalais qui nous arrive avec un premier album qui s'appelle Monstre. Cet album-là est sorti le 23 février dernier, cette semaine, quoi. Le lancement officiel en spectacle est le 15 mars 2024 à l'Escogriffe. Puis en même temps, l'Escogriffe fête ses 24 ans. Si vous ne connaissez pas l'Escogriffe, c'est un bar qui a mis beaucoup, beaucoup de l'avant et qui met encore de l'avant les artistes émergents, les artistes alternatifs. C'est une place à découvrir si vous ne connaissez pas, si vous avez envie de découvrir comme plein de bandes. Sinon, Douance fait aussi un lancement à Québec le 10 mars au Pantoum avec en première partie le groupe Larynx. Douance arrive avec un album, moi je trouve ça lourd, c'est pesant, c'est cru, c'est viscéral. C'est de la musique sans flafla. T'aimes pas, mais t'as une opinion. Ça, c'est sûr et certain. C'est très, très bien fait. C'est réfléchi. Puis, je tiens à noter aussi très bien fait et réfléchi dans le sens où c'est très punk comme musique aussi. Puis, on a des fois l'impression que c'est un peu, pas n'importe quoi, là, parce que je veux vraiment pas insulter. J'aime beaucoup le projet, mais on a l'impression que c'est un peu tout croche, tout ça, mais c'est un tout croche qui est extrêmement calculé. Et des fois, c'est encore plus dur de sonner tout croche que de sonner comme parfaitement. Parce qu'un tout croche bien fait, des fois, c'est dur à atteindre. Je trouve qu'ils l'ont à la merveille. Tu sais, je l'ai dit, une musique qui est sans compromis. L'album qui commence avec une pièce qui s'appelle SOS, sur des sons de guitare, de distorsion. Pour vrai, moi, j'avais ça dans mes écouteurs chez moi cette semaine et j'avais vraiment envie qu'on me lance bouée, qu'on me sorte de la mer pour essayer que je respire quelque chose. C'est un album qui est beaucoup de guitare, beaucoup d'harmonie vocale. Euh, Même la signature vocale de la personne qui chante dans Douce a vraiment une signature vraiment bien à elle. Elle est très aérienne sur des chansons comme Je ne suis plus un monstre, justement, sur l'album. Il y a des gens extrêmement talentueux qui sont sur l'album que je tiens à souligner parce qu'on parle souvent comme de la personne en avant du projet, très peu des gens derrière. Je tiens à souligner le travail exceptionnel de Raphaël Léveillé, qui a un projet qui s'appelle En bouffe les bites, de Agathe Dupéré, qui a un projet que je vais vous parler, c'est sûr et certain, dans le futur, qui s'appelle Pâte aux joueurs, et Viviane Roy, qu'on connaît des Hey Babies. Donc, l'extrait qu'on va écouter, c'est un extrait assez country rock. Ça me ramène, moi, personnellement, à Mara Tremblay dans la vibe, dans les mélodies. Fait que je vous laisse avec un extrait qui s'appelle Je sais pas. Et on fait quoi si toi et moi ce n'est pas pour toute la vie sans toi? Je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Moi, j'aime vraiment beaucoup, c'est mon mood en ce moment, un peu un mood hivernal pour moi, cocooning, que ça me donne envie. Mais aussi, je suis allé voir le vidéoclip, Garance. Je ne sais pas si tu l'as vu aussi. C'est vraiment Oui, des images magnifiques. C'est le club, avec le Club Bolo, c'est ça, la danse en ligne? ouais, c'est avec le Club Bolo, la danse en ligne. Moi, ça me donne envie d'arrêter instantanément ce que je fais, surtout cette chanson-là, et d'inviter la première personne qui croise mon regard à venir danser un slow. Ben, c'est C'est dommage qu'on ne vraiment, soit pas dans la même c'est là qu'on pièce, m'amène. Garance. Je me serais offert. Ce sera pour notre prochaine rencontre. Avec joie. Oui, prochaine artiste, Anaïs Constantin. Oui, alors on a Anaïs Constantin qui nous arrive avec un nouvel EP qui s'appelle À pied ou en char, qui est sorti sur les plateformes la même journée, donc le 23 février. Anaïs Constantin fait un lancement physique au URSA. Donc, URSA qui est dans le Myland sur Parc, là, c'est, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui le savent, on se le rappelle, mais c'est la place, là, entre autres, à Martha Wainwright, qu'elle est propriétaire. En première partie de ce lancement-là, il y a un groupe qui s'appelle les Outardes de Dijon. Je ne les connais pas, je ne sais pas ce qu'ils font, les Outardes de Dijon, mais j'aimais tellement le nom du band que j'ai décidé de vous le dire parce que les Outardes de Dijon, ça ne s'invente pas.
Anaïs nous arrive avec un EP, une poésie extrêmement actuelle, mais qui mélange énormément de nostalgie générale, j'ai envie de dire. Elle nous raconte beaucoup de passé. Il y a vraiment, même dans la musique, il y a un ton qui est très, très, très nostalgique. Ça nous ramène au rock des années 2000. C'est une chanson folk, rock alternative, dans un langage que moi, j'aime dire des fois, le trait à la Michel Tremblay. Là, c'est très joual, c'est mis de l'avant, c'est moi, c'est toi, puis on s'en va là-bas, puis c'est assumé. Fait que c'est vraiment comme à l'écoute de cet album-là, moi, j'ai vraiment trouvé que c'était comme un road trip à l'intérieur de nous-mêmes, de soi, qui est sûrement à l'intérieur d'Anaïs, mais qui est tellement bien écrit, en fait, qu'on est capable de se l'approprier. Et c'est aussi des fois comme la force d'une autrice ou d'un auteur de comme écrire quelque chose, mais que finalement devient réel pour d'autres personnes autour. J'ai envie qu'on se laisse sur l'extrait pour parler d'Anaïs d'une chanson qui s'appelle Mes années 2000. Et voilà, c'est parti. On se parlait sur MSN. Ma mère chialait tout le temps pour avoir le téléphone. Ton mec était un poème. Le mien, les paroles d'une tourne de Patrick Watson. À CAF, tu m'as demandé. Alors, mes années 2000 d'Anaïs Constantin. Et puis, la dernière proposition que tu as pour nous, Garance, ce soir, tu as choisi de faire travailler pour la prononciation parce que ça s'écrit tout en un mot, en anglais. Je me lance « Serpent with feet ». Des serpents avec Tu dis des aussi bien pieds. que moi. Ouais. Voilà, serpent avec des pieds. Je suis, il faut que je vous l'avoue, un fan fini de cet artiste depuis le début. J'ai découvert cet artiste-là avec son tout premier EP, puis j'avais eu la chance de le voir en spectacle en première partie de Perfume Genius, qui est un autre projet queer qui est très bon aussi. Puis fun fact, j'écrivais à l'époque des critiques de spectacle, tout ça, et on m'avait, pour Culture Cible, et on m'avait envoyé, pour Sortu, excusez-moi, et on m'avait envoyé critiquer, on va dire ça comme ça, Perfume Genius, et finalement j'arrive là-bas, première partie de Serpent with Feet, et je suis sous le charme, complètement flabbergasté. J'arrive chez moi et finalement ma critique ne parlait que de presque de Serpent with Feet. Et finalement, la personne me dit, ben, il faudrait que tu parles un peu de Perfume Genius. Mais j'étais comme, il a volé le show, que voulez-vous? Il est arrivé avec un EP très gospel, très électro, blister, que ça s'appelle toujours en fait. Ensuite, on l'a retrouvé sur un album qui s'appelle Soil, qui avait encore des influences beaucoup, beaucoup gospel. Ça a tourné en boucle aussi chez nous. Puis, il est arrivé avec un deuxième album, Deacon, qui était plus R&B, un peu plus pop. On commençait déjà à changer un peu le style de Serpent with Feet. Et là, il nous arrive avec un troisième album qui s'appelle Grip. Et c'est un projet qui sonne vraiment très pop, je trouve. Mais on retrouve aussi des traces, là. Il n'a pas ignoré complètement son passé gospel, R&B, soul. Mais je pense, là, c'est encore là mon opinion extrêmement personnelle, mais je trouve que c'est son projet le plus pop de tous ses albums. Moi, je suis fan, je l'ai dit, mais je le redis parce que c'est important. Moi, quand j'aime pour toujours et je vais l'aimer toujours. Je trouve que c'est une des plus belles voix qui existent. Et on me donnait un génie maintenant et on me demandait, Garance, choisis la voix chantée que tu voudrais avoir. Je choisirais en premier la voix de Serpent with Feet. Je trouve qu'il a une agilité, un timbre exceptionnel. C'est un artiste qui met de l'avant aussi beaucoup, beaucoup d'artistes afro-américains. Et sur son dernier album, il travaille avec des artistes comme Mick Jenkins, Arian Sun, Yanga Yaya, qui sont vraiment des personnes hyper importantes. C'est un artiste new-yorkais. Il a collaboré aussi avec Björk sur un duo qui s'appelle Blessing Me, une magnifique chanson. Tout ça, donc j'ai eu de la misère à trouver un 30 secondes sur tout l'album. J'aurais aimé ça qu'on s'assoie tout le monde ensemble et qu'on écoute l'album au grand complet, en pleurant et en se tenant la main. Mais finalement, on va juste écouter un 30 secondes de Black Air Force pour vous autres. Et je vous souhaite une très belle fin de journée, une très belle semaine, puis à très, très, très bientôt, tout le monde. Can nobody fuck with you?
ça bougeait ici sur scène. Je voyais Wonderson toujours à mes côtés. Ça bougeait les épaules. Ça te rejoint la musique? C'était bien qu'il dit. Garance, un gros merci d'avoir préparé tout ça pour nous, d'avoir fait cette sélection. Et puis, on se retrouve très prochainement, il me semble, au mois de mars. Et je te souhaite une bonne semaine à Québec. Je sais que tu es très occupé, alors pense à toi quand même un peu, mais repose-toi. Yes, un grand merci à tous. Merci beaucoup. Bye, Kim. À bientôt. Et puis, j'en profite aussi pour mentionner que c'est en fin de semaine qu'aura lieu la Nuit Blanche à Montréal. Il y a une foule d'activités qui sont prévues partout en ville, mais notamment dans le quartier du village, où il y a des événements dans les bars, mais aussi à l'extérieur. Alors, vous pouvez consulter toute la programmation de la Nuit Blanche sur leur site Internet. Action Santé Travestis et Transsexuels du Québec, mieux connu sous son acronyme ASTEC, est en pleine campagne de financement pour assurer sa survie et ses services du même coup. L'organisation offre des services depuis 1998 aux personnes parmi les plus marginalisées de nos communautés. On en discute avec Logan Dante Di Giovanni, intervenant de proximité et travailleur de milieu à Aztec. Rebonsoir. Bonsoir. Alors, vous travaillez vraiment sur plusieurs fronts à Aztec. On va prendre le temps là, de mettre un peu en lumière votre travail. D'abord, en santé, c'est aussi là que ça a commencé à Aztec. Vous offrez beaucoup d'accompagnement pour naviguer dans le milieu parce que c'est vraiment pas toujours facile pour personnes trans ou travesties. Oui, d'ailleurs, on fait beaucoup d'accompagnement quand ça vient à rechercher des médecins pour faire de l'hormonothérapie parce que malheureusement, c'est pas quelque chose qui est courant puis certains médecins refusent de le faire, même si, admettons que si tu avais un patient qui a un problème de thyroïde, ça serait la même affaire qu'avec un homme trans. Il y a aussi la recherche de personnes de psychothérapie, travail social, être capable de trouver des personnes pour être capable de remplir des formulaires pour les chirurgies. Des accompagnements, surtout avec des personnes qui sont migrantes, qui ont besoin de traduction. Accompagnement, surtout avec des personnes qui font leur chirurgie. Admettons qu'ils n'ont pas un accompagnateur, bien évidemment, ils ont besoin de se faire accompagner. Aller à GRS, rester avec eux, les ramener chez eux, les préparer à la chirurgie. Aussi dans le service santé sociale. D'ailleurs, on fait aussi des formations quand ça vient aux professionnels de la santé et de services sociaux. Et aussi, d'ailleurs, la Fédération de médecins omnipraticiens du Québec a publié un article en août 2023 que j'avais co-créé avec mon médecin, Dr. Pierre-Paul Tellier. Équité pour la communauté trans, perspective d'un intervenant communautaire qui vient à montrer des ressources, puis vient à montrer des techniques d'intervention intersectionnelles pour nos communautés, intersectionnelles aux personnes séropositives, aux personnes avec des troubles de santé mentale, de toxico-itinérance, migrantes, travail du sexe, toutes personnes confondues, en mettant aussi un aparté de comprendre que les personnes qui sont non-binaires, les personnes intersexes vivent encore plus de discrimination au sein de nos communautés, ce qui est la réalité. Puis aussi, on fait de l'accompagnement, évidemment, pour remplir des documents de chirurgie, surtout pour les personnes migrantes, mais en même temps parce que c'est super compliqué, puis être capable d'envoyer le tout puis faire le suivi avec la clinique GRS. C'est quand même beaucoup de services que vous offrez parce que chaque parcours de chaque personne est différent et vous devez vous adapter en conséquence. Et là, ça, c'est juste en santé parce que vous vous battez aussi pour l'amélioration des conditions socio-économiques des personnes trans, notamment en matière de questions d'emploi ou d'accès au logement. Ouais. Bien évidemment, les personnes trans ont une sous-scolarisation, ont un sous-emploi puis un sous-logement. Ça peut venir du fait que la personne est migrante, se fait discriminer par rapport à ça. La personne n'est pas capable de parler en français ou en anglais. On va se le dire quand ça vient à l'argent, puis à l'emploi, puis à l'école. Tu fais ton coming out à 18 ans ou à 17 ans, tu te fais quelqu'un de chez toi. Good luck d'être capable de travailler ton 40 ou 50 heures à un job minimum wage pour être capable de payer ton logement puis ensuite aller à l'école. Ça change aussi pas le fait que, évidemment, il y a beaucoup d'affaires qui ont dans la transition puis il y a beaucoup de discrimination, même quand ça vient au cégep à l'université, mais surtout au secondaire parce que ça cause beaucoup de décrochage. Merci mon Dieu pour Interlink puis CRI, by the way. Mais aussi, c'est comme quand tu n'es pas capable d'aller chercher ton éducation, puis avoir de ça, quand même, les entrevues de sélection sont discriminatoires, quand même, tes professeurs sont discriminatoires, quand même, le soutien psychosocial là-bas, c'est pas fait pour toi, quand même, tes collègues de travail, des collègues de classe font ça, bien, bonne chance. En même temps, on regarde ça, il y a certains emplois
Je sais pas, mais j'ai jamais vu un médecin trans. J'ai jamais vu un médecin trans. Je connais peut-être, en grosse majorité, peut-être dans les avocats, je connais peut-être 5 avocats qui sont trans, tu sais, des avocats assez bien connus. Fait que tout ça qui rentre en cours de route. Puis aussi, si tu fais quelque chose qui est comme infirmier, social ou genre, tu sais, en éducation, admettons, tu sais, ça aussi, ça va donner de la discrimination. On prend juste le cas de la professeure qui s'est fait discriminer à cause qu'elle voulait, elle voulait se faire référer par des pronoms non genrés, MX non genrés. Ouais. Puis la personne a vécu un lambasting médiatique de proportion. Ah oui, ça s'est retrouvé à Québec, à l'Assemblée nationale. Tout le monde s'est prononcé Ouais. sur Fait ce que- cas-là. Puis aussi pour le logement, ben c'est évidemment gentil. On va se le dire, tu sais, on n'a pas le droit de se faire discriminer à l'emploi puis au logement, mais on va se dire quand tu vois quelqu'un devant toi, tu n'as pas besoin d'expliquer pourquoi tu ne vas pas prendre la personne retenue en entrevue. Puis les propriétaires peuvent aussi décider de ne pas te prendre parce que tu es une personne trans. J'ai vu ça bien des fois. Puis à part de ça, ça fait en sorte que, tu sais, si t'as pas assez d'argent, si t'as pas d'hospitalisation, ben, tu sais, t'as payé un 3,5 à cette heure-ci, là, ça coûte comme 1600 $, 1400 $, tu sais, c'est pas donné. Fait que, tu sais, tu peux pas faire ça comme 16-17 piastres, 16-17 piastres. Et même s'il y a des recours, souvent, c'est difficile de faire le fardeau de la preuve, en Ouais. fait, qui revient souvent sur la personne plaignante. Puis ça, c'est surtout dans le civil. Puis ça veut dire aller chercher un avocat puis le payer. Puis ça encore, ça demande des sous, des fonds. Vous avez parlé à quelques reprises des populations migrantes que vous aidez. Ça aussi, c'est un autre groupe qui vit plusieurs formes de marginalisation, de discrimination. Et il y a des barrières particulières et vous essayez de les aider du mieux de vos possible parce que il y en a des obstacles. Bien, d'ailleurs, beaucoup de notre travail, c'est basé dans l'immigration parce que la fondation d'Astex, ça vient de personnes séropositives, travailleuses du sexe, migrantes et BIPOC en 1998, majoritairement femmes trans. Fait que on a quand même notre bassin, je dirais un 70 à 75 de nos usagers ou usagères de services qui sont des personnes migrantes. Souvent, c'est des personnes qui viennent se réfugier ici parce qu'ils ont vécu de la persécution dans leur pays. Souvent, la majorité des personnes comme moi, je vois, c'est souvent dans des pays arabes, dans des pays latinos. Certaines personnes qui sont là rendues de Russie, Ukraine. J'ai vu quelques personnes qui viennent de pays asiatiques aussi. Un peu partout, en fait. Un au peu final. partout, bien, exactement. Mais quand eux ils arrivent ici, ils parlent pas notre langue, ils savent fuck all qu'est-ce que pardon, je vais utiliser. Ils savent aucunement ce qui se passe. Fait qu'on les aide à faire leur demande d'asile, on les aide à faire leur demande de résidence permanente, de permis de travail, de permis de voyage, de citoyenneté quand on arrive à être là. À retrouver des emplois, à retrouver de la communauté. D'ailleurs, on a des activités communautaires, un SP communautaire qui est très multiethnique, puis qui a une grande richesse, fait que ça fait en sorte que les personnes sont capables de s'entraider. Puis aussi être capable de naviguer le système de santé, services sociaux, de se retrouver si la personne a besoin d'un psychothérapeute, retrouver quelqu'un qui le fait dans la langue natale, être capable d'aller chez le médecin et faire la traduction. Nos intervenants et intervenantes sont tous polyglottes en français, anglais, espagnol. Puis en même temps, juste aussi pour des barrières relatives, c'est être capable de faire des démarches avec IRCC, l'Immigration Réfugiés Canada, et le gouvernement provincial, parce que le Québec, c'est la seule place où on est spécial puis on décide qu'on a des règles à nous. Fait être capable d'effectuer des changements non marqueurs de sexe sur des permis de travail pour être capable de faire en sorte puis les cartes de résidence permanente pour que les personnes ne se fassent pas discriminer à l'emploi puis au logement. Puis d'ailleurs, Aztec a été fondamental dans la législation qui a été faite en 2022 par rapport au changement des changements non marqueurs de sexe provincialement. Parce que les personnes ne pouvaient pas l'effectuer avant qu'ils soient citoyens. Fait que là, la personne peut le faire d'emblée autant qu'elle a vécu ici pendant 1 an. Ce qui est aussi des affaires qui ne sont pas possibles dans les pays natals. Puis en même temps, ça prend longtemps d'être citoyen. Citoyen, ça prend comme 5 à 10 ans. Comme ça prend au moins 8 ans facile, 10 ans probablement. Fait qu'il y aurait eu mauvaise représentation du genre pendant toute cette période-là. Puis d'ailleurs aussi, on a été fondamental pour l'ajout du marqueur X dans la demande et aussi faire en sorte que la demande soit gratuite et rétroactivement gratuite pour les personnes non-binaires et gratuite en général. Parce que la demande, originalement, si tu comptes pas aussi les frais de traduction quand tu es une personne migrante pour le certificat de naissance, ça coûte cher. Puis la demande elle-même, ça coûtait 140 $, 150 $, quelque chose de même. Donc là, c'est rendu gratuit.
Puis, notamment aussi, on travaille souvent avec Jury Pop et Agir parce que certaines personnes réfugiées qui n'ont pas leur certificat de naissance puis qui ne peuvent pas faire affaire avec leur consulat ou leurs ambassades. Sinon, ils vont se faire retourner dans leur pays où le gouvernement va trouver leur demande de réfugiés insuffisante parce qu'ils ont fait recours de leur pays natal. Fait que nous, on est capable de, finalement, avec ces deux organismes-là, ces deux instances-là, être capable de faire des certificats de naissance semi-authentiques avec la Cour supérieure du Québec. C'est vraiment beaucoup de démarches, beaucoup de concertations aussi. On comprend pourquoi vous êtes sollicité, d'autant plus que vous n'offrez pas vos services qu'à Montréal. Vous accompagnez aussi des personnes ailleurs dans la province. Oui. J'aimerais ça aussi parler du fait qu'on est très, très militant dans la décriminalisation de la non-divulgation du statut sérologique et aussi la D'ailleurs, c'est pas décriminalisation... aujourd'hui la journée de sensibilisation ou peut-être que je me trompe? Normalement, c'est le 1er décembre, si je ne me trompe pas. Ah, c'est ça. Puis aussi, la décriminalisation du travail de sexe, on fait partie de l'Alliance de la réforme. Parce que aussi, si on revient aux personnes migrantes, les personnes migrantes sont les seules personnes qui n'ont pas le droit de travailler dans un salon de massage, dans un environnement où il y aurait peut-être de la sexualité, genre un sauna, quelque chose de même. Et souvent, les personnes migrantes font recours au travail du sexe. Fait que ça met leur statut migratoire à risque puis se faire renvoyer dans leur pays. C'est quoi la question originale? Dans le fond, que vous offrez vos services aussi Oui, ailleurs au Québec. qu'à Montréal. Aztec, évidemment, le Q dans Aztec, c'est Québec. Fait qu'on donne des services partout autour de la province. Montréal, Chicoutimi, Gaspé, Rouyn-Noranda, Gatineau, Turzo, Saint-Hyacinthe, un peu partout. Et d'ailleurs aussi, on a beaucoup de partenariats qui sont faits avec, notamment Vancouver. J'ai beaucoup aidé avec Vancouver, avec Toronto, avec d'autres organismes dans les maritimes. Puis aussi, on travaille des fois une fois de temps en temps avec des organismes qui sont internationaux, soit en Ontario, aux États-Unis. Puis aussi, on a déjà reçu des invités du Brésil, mais aussi on travaille beaucoup avec des autres organismes comme Butterfly puis comme Maggie's, qui sont des organismes communautaires qui viennent en aide aux travailleurs du sexe. Qui sont dans d'autres provinces aussi. Et notamment aussi Stella et Réseau Oui, aussi au à Québec. Montréal. Alors, bon, là, on connaît quand même bien votre travail, votre programme communautaire. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation financière précaire? En fin de compte, on avait deux financements. La DRSP finance un des postes, notre travailleuse de milieu à Nice. La DRSP, c'est... La Direction de la santé publique du Québec, Montréal. Via la mesure 12.1. Ça couvre le salaire de notre travailleuse de milieu, Anaïs Eledon Montenegro, et de notre souper communautaire, mais ça ne couvre pas les frais d'intervention par rapport à toutes les autres affaires qu'on fait, et aussi nos drop-in. Mais notre financement, originalement des années 2020 à 2023, si je ne me trompe pas, c'est un financement fédéral qui s'appelle la sécurité publique. Puis le bailleur de fonds avait décidé en 2023 de ne pas renouveler notre financement. Ainsi, on a dû utiliser les fonds de Cactus puis les fonds aussi de notre fonds d'urgence pour être capable de subvenir à nos salaires à nous. J'aimerais ça noter, par exemple, que la levée de fonds ne va pas couvrir nos salaires. Si on doit être capable de le faire par nous-mêmes pour des raisons d'OSBL puis de syndicalisme, puis que tous les fonds qu'on va recueillir, c'est pour être capable de faire en sorte qu'on soit capable de subvenir aux demandes d'urgence de nos usagères de services. Parce que dans le fond, vous avez dit Cactus, il faut le mentionner. Vous êtes un peu sous l'égide de Cactus, qui est un organisme à Montréal. Bon, entre autres, on le connaît beaucoup pour tout ce qui est site d'injection supervisée. Et le premier site de drug checking à Montréal, Checkpoint. Donc, testage de drogue, des substances de drogue pour s'assurer qu'il n'y ait pas de substances contaminantes. Donc, vous avez perdu ce gros financement-là. Il y a une campagne de GoFundMe en ce moment. Je voyais que l'objectif, c'était 100 000. On est à peu près à la moitié en ce moment. Ouais. C'est toujours, donc, possible de contribuer. Est-ce que vous avez été capable de déposer, par exemple, un projet au plan de lutte contre l'homophobie et la transphobie? Si je ne me trompe pas, on a essayé de déposer. Le projet a souhaité refuser. Sinon, on n'a pas été capable de déposer. Ça, je ne vais pas m'avancer sur ça. Mais en fin de compte, on a tenté l'achat puis ça n'a pas fonctionné. Puis aussi, juste pour dire vraiment l'argent qu'on va donner, c'est aussi pour être capable de payer pour de la consultation, surtout quand ça vient à la déjudiciarisation, puis des avocats, puis en immigration aussi. Fait que c'est vraiment tout l'argent qu'on va recueillir va directement aux usagers de services, usagères de services, qui, on vient juste de le dire, souffrent de précarité solide.
Des personnes, par exemple, des personnes qui viennent ici qui ne sont pas capables de payer leur loyer, leur épicerie, des personnes qui ont besoin de faire des traductions de documents. Notamment, on a super utilisé notre fonds d'urgence pendant la COVID-19 parce qu'il y avait des personnes qui étaient travailleurs du sexe qui ne pouvaient pas faire leur travail. Parce que Bedford PC36 avait fait en sorte que là, on ne peut pas utiliser l'Internet pour faire ça, à moins que ça soit rendu illégal. Puis les saunas, les salons de massage, c'était tout fermé. Puis les personnes qui faisaient ça, red light dans la rue, ça fait en sorte que une amende salée. Puis il y avait beaucoup de personnes qui ne voulaient pas faire des in-calls à cause il y avait peur de contamination de la COVID-19. Fait que ça, c'est un exemple de comment on entraide dans nos communautés. Puis, ouais. Alors, beaucoup de travail à venir. On vous souhaite que ce soit, on va dire, une réussite de trouver des fonds, mais ce n'est pas vraiment une réussite. Ça soulève surtout qu'il y a un sous-financement chronique, mais on espère en fait que vous allez trouver les fonds suffisants pour continuer à accomplir cette mission que vous faites depuis 1998. Logan Dante Di Giovanni, intervenant de proximité et travailleur de milieu à Aztec. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. C'est déjà le mot de la fin. Un merci particulier à nos invités cette semaine. Wanderson Santos, directeur artistique et directeur général par intérim de la Fondation Massimadi. Merci d'être venu nous partager les richesses des communautés afro-queer. On espère vous revoir prochainement sur cette scène si ça vous chante. À la culture cette semaine, Garance Chartier qui nous parlait en direct de Québec. Et puis, merci aussi à Logan Dante Di Giovanni d'Aztec. Bon succès dans vos démarches de financement. À la technique cette semaine, Chante Abralian et nos interprètes en langue des signes, Catherine Langevin-Pépin et Pierre-Olivier Beaulac-Bouchard. Je vous invite à nous suivre sur nos réseaux sociaux. Nous sommes présents sur presque toutes les plateformes, Facebook, Instagram, TikTok. Abonnez-vous à notre infolettre aussi. Le formulaire est disponible sur chacune des pages de notre site Internet, autant format bureau que format mobile. J'envoie un message chaque fois que je mets l'émission en ligne dans la nuit du mercredi au jeudi. Si jamais vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-nous info@commercialtouste.com. Ça va nous faire plaisir de vous lire. Ici Kim Roy-Grenier, au nom de toute l'équipe, merci d'avoir été avec nous et je vous dis à la semaine prochaine.